Étienne qui a un copain depuis un certain temps reconstitueur, qui fait partie du club, le Rossier Mémoire Club à Cosne-sur-Loire. Il va se faire un plaisir de nous présenter son véhicule, qui est très beau, très complet. Bonjour Étienne. Étienne est présent depuis jeudi, hein. Voilà. Tu es de quel coin? De Sancerre. Voilà, donc tu es bien un membre du Rossier Mémoire Club, on est d'accord? Voilà. Présente-nous un petit peu ton véhicule. Et ben voilà, c'est une Jeep Willys de 1943. Donc là, elle est en configuration type Rocco. Hein, type Rocco. Quelques accessoires un peu intéressants, comme un coupe-cap devant, un panier d'emport supplémentaire derrière, et ensuite équipé de radio forcément pour communiquer avec l'arrière, ses chefs, etc. Un porte-fusil sur le pare-brise, être toujours prêt au cas où. Et puis voilà. Tu peux nous expliquer pourquoi en fait les gens vont se demander pourquoi le morceau de ferraille devant la Jeep? Le coupe-câble devant là, il faut savoir que dans les Ardennes, en Allemagne, les Allemands tiraient un câble entre deux arbres ou entre deux maisons pour pouvoir découper la voiture en deux. Donc même le pare-brise relevé, ça suffisait pas. Donc l'installation d'un coupe-câble en fer était nécessaire. Alors ce coupe-câble était fabriqué avec les moyens du bord, hein, ce qu'on trouvait sur place. D'ailleurs, comme le panier, comme la plupart des accessoires qu'on peut trouver sur une Jeep, c'était fait en relation avec la mission, avec les choix de l'équipage. C'est pas des options du constructeur ou autre, c'était vraiment l'équipage qui personnalisait la Jeep. Bah écoute, très beau véhicule Étienne. Merci beaucoup pour ta présence. Et puis ces 4 jours. On peut applaudir Étienne et puis son copilote, son fils. Voilà, Étienne, c'est un des garçons qui fait la Normandie, qui fait toutes les grosses commémorations un petit peu dans toute la France. Voilà, avec le petit bruit de la sirène qui va bien. Très belle Jeep. Ensuite, on se retrouve avec une Jeep Médic. Donc c'est notre ami Hervé qui est président du GCM 44, qui est implanté à Dijon. Donc j'ai l'honneur d'être le vice-président. Donc Hervé, tu vas un petit peu nous décrire ce véhicule? Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc là, vous avez une version médicale de la Jeep qui est équipée avec le matériel de base pour pouvoir venir en aide aux blessés. Malgré tout, avec un poste radio aussi, la possibilité d'installer une mitrailleuse de 30 au centre sur le trépied. Voilà, ça fait partie, comme la Jeep précédente, ça fait partie des 630 000 Jeeps qui ont été fabriqués par 2 constructeurs aux États-Unis, le constructeur Ford que l'on connaît toujours, qui est toujours en activité, et la marque Willys qui a disparu. À eux deux, donc ils ont fabriqué 630 000 Jeeps le temps du conflit. Là donc vous avez la version médicale de la Jeep. Vous aviez aussi des versions plus équipées en matériel radio. Qu'est-ce qu'on avait? On avait aussi des Jeeps amphibies qui étaient en fait une caisse de Jeep montée à l'intérieur d'une coque qui permettait de franchir de petits cours d'eau. Il n'y en a pas eu énormément de construites, elles étaient sous l'appellation GPA. Mais voilà, c'est un petit peu une anecdote. On a trouvé aussi ils ont fabriqué aussi des Jeeps qui allaient sur les rails. Donc en fait tout simplement ils changeaient les roues, les 4 roues de la Jeep pour pouvoir mettre des roues qu'on trouve au jour d'aujourd'hui sur les wagons, avec évidemment le diamètre de la roue adapté au véhicule. Ce qui leur permettait aussi de pouvoir se déplacer sur les rails quand il y avait des travaux à faire ou des gens de travaux comme ça. Voilà. C'est une Jeep aussi, les Jeeps, là vous l'avez vraiment en version été, donc complètement décapotée, mais on a aussi la possibilité, ils avaient prévu de faire des versions plus protégées. Donc vous remontez en fait le pare-brise avant, vous remontez
l'arceau comme sur la Jeep qui est devant vous là-bas. Et puis vous mettez une capote. Alors on a une version capote d'été qui est vraiment très légère, c'est vraiment un morceau de tissu qui couvre l'arrière de la Jeep et le toit de la Jeep. Et donc la version franchement hiver où on peut fermer les côtés de la Jeep avec des parois en plexiglas souple. Mais bon, c'est plus, faut pas espérer pour autant être trop chaud à l'intérieur, même s'il fait moins 20 degrés dehors. On est un petit peu protégé du vent, un petit peu protégé de la pluie, mais ça reste quelque chose d'assez sommaire, d'assez rudimentaire. Voilà. Merci Hervé. Et je pense que, à savoir que le réservoir qui est installé en fait sous notre conductrice Angélique, hein, réservoir d'essence hein, sous le pilote en fait. Ouais, enfin la pilote en l'occurrence, mais le conducteur d'une Jeep est assis sur le réservoir de 55 litres. Donc faut espérer surtout que le réservoir soit pas percé par un projectile ou quoi que ce soit, parce qu'il va passer un sale quart d'heure. Voilà. Donc c'était comme ça à l'époque, hein, c'est un véhicule qui a été conçu dans des délais extrêmement courts avec un cahier des charges de l'armée américaine qui avait été communiqué aux fabricants potentiels extrêmement serré avec des contraintes de fabrication, de résistance, etc. très très lourdes pour les fabricants. Ce qui fait qu'ils ont réussi quand même malgré tout à concevoir ce petit véhicule assez sympa qui, je vous le rappelle, était considéré comme du consommable. C'est-à-dire que le véhicule, il tenait ce qu'il tenait et après on le jetait au fossé. S'il avait été trop sévèrement endommagé ou une panne mécanique trop sévère pour être rapidement réparé, le véhicule était ni plus ni moins comme d'autres véhicules de l'armée américaine à l'époque. Le véhicule était ni plus ni moins poussé dans le fossé. Ils en prenaient un autre. C'était pas un problème, hein. Il y avait une telle logistique que c'était vraiment monstrueux. C'était pas un problème d'en trouver un autre. Et les échelons à l'arrière, donc les ateliers de réparation, récupérer le véhicule, soit pour éventuellement le réparer avec les moyens adéquats, soit le cannibaliser, comme on dit, donc en fait récupérer des pièces détachées sur le véhicule qui était dans le fossé pour pouvoir en dépanner d'autres. Voilà. Justement Hervé, parce que les gens, on va parler un petit peu de la pelle et de la pioche qui sont côté d'un Jeep. Certains vont pouvoir croire qu'elles ont une utilité qu'on peut croire, mais l'utilité de la pelle, on est d'accord, mais de la pioche, Hervé. Alors effectivement, il y avait la pelle et la hache fixées à côté du conducteur. Alors effectivement, spontanément, on a tendance à croire que c'était pour éventuellement désensabler le véhicule, couper l'arbre qui avait été abattu par les Allemands pour empêcher la progression. La hache et la pelle, effectivement, pouvaient servir d'outils pour faire n'importe quoi au quotidien, mais surtout, la hache était prévue pour casser le moteur. Ils avaient un protocole de destruction du moteur pour éviter, donc ils le faisaient avec la hache, pour éviter que le véhicule qui potentiellement tombe aux mains de l'ennemi, pour éviter que les Allemands ne puissent pas s'en servir, donc ils détruisaient, ils cassaient le moteur de façon irrémédiable. C'est à ça en fait que servait la hache qu'on trouve sur le côté. Eh bien, écoute, merci Hervé pour cette présentation. Je pense que Angélique ne sera pas trop d'accord qu'on se serve de la hache. Non, pas du tout. D'accord. Okay. Eh bien, on peut les applaudir pour cette belle voiture. Pareil, reconstitueurs qui sont très calés, très au top, qui est en reconstitue. Alors un véhicule encore exceptionnel hein, qui a été présenté dans le week-end mais qu'on n'hésite pas à représenter. C'est un véhicule radio en fait à la base. Hein, voilà. Donc on va laisser Phil présenter son véhicule, qui est un véhicule exceptionnel. Vous allez pouvoir voir d'ailleurs qu'il est obligé de descendre côté droite du véhicule puisque la roue de secours bloque la porte gauche. Donc descente à droite. Bonjour Philippe. Philippe est le vice-président du Riquet Memory Club qui est à Cône-sur-Loire.
Tu es là depuis jeudi, voire mardi d'ailleurs. Hein, les premiers véhicules sont arrivés en convoi en Pont-au-Char depuis mardi, avec quelques soucis mécaniques. Mais voilà. C'est des garçons qui n'hésitent pas à faire des trajets longs, même dans la galère. Donc pour ça, je voudrais les remercier personnellement. Présente-nous ton véhicule, Philippe. Bonjour à toutes et à tous. Donc là, je vais vous présenter un véhicule Dodge type carriole. C'est un véhicule qui a été créé au début d'année 1942, les 6 premiers mois de 42, et ils ont été construits que durant cette période-là. C'est des véhicules qui sont destinés pour le transport d'officiers ou de sous-officiers. Bon là, l'exemplaire devant vous est plutôt un PC radio, hein, qui est d'origine, il était d'origine comme cela en 44. Voilà, donc c'est un véhicule qui est motorisé par un moteur Dodge 6 cylindres en ligne. Il a un poids de 3 tonnes 6 à vide. Hein. Voilà, il fait partie des... Il reste plus que 3 véhicules de type carriole en France. Hein, donc sur les 3, il y en a 2 roulants, dont celui-là. Voilà, ici présent aujourd'hui. Voilà, donc vous pouvez voir qu'à Mosnes, on ne déplace pas n'importe quoi. Hein. Un véhicule sur 2 restants est à Mosnes. Voilà. Donc, eh bien, écoute, Phil, nous, on se voit en Normandie. Bientôt en Normandie, hein, pour le 6 juin. On peut applaudir Phil pour ce joli véhicule. Alors, toujours dans la catégorie des véhicules, un véhicule assez sympathique aussi. Déjà en plus gros gabarit, un GMC Torpedo, un GMC long Torpedo. On va le laisser se garer, s'installer. On va faire une marche arrière et puis se met en avant. Alors, en prémisse, c'est un véhicule qui était destiné au transport de troupes, au transport de matériel. Voilà. Qui est équipé d'une tourelle avec une mitrailleuse 50. Qui est très bien accessorisé, très bien restauré. Donc ça, ce sont des véhicules qui évidemment seront déplacés en Pont-au-Char, hein, parce que je vous dis pas la consommation. Je crois que ça doit faire, si je ne raconte pas de bêtises, un petit peu plus de 20 litres au 100. Mon Phil, tu présentes ton véhicule? Ouais. Phil, il est là, mon Phil, il arrive. En fait, il faut savoir que mon Philippe, il est propriétaire avec son fils de quand même pas mal de matériel. D'ailleurs, ce que vous pouvez voir à côté de vous, là, hein, la SMI. Tiens, présente-nous un petit peu la SMI, Phil. Alors oui, juste à côté de vous, vous avez une semi-remorque US Army Air Force, qui est une tour de contrôle, qui était une tour de contrôle à l'époque, pour guider les avions, l'aviation américaine, pour rapatrier soit de l'armement, du médical ou de la nourriture. Donc c'est un véhicule qui est tracté par un camion Dodge, White. La même fabrication que les Aftrac. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu les semi-chenillés. Donc c'est le même fabricant, White, qui a construit ces véhicules-là. Il y a la même, on va dire, carrosserie sur des autocars et des internationales, mais les véhicules les plus rares sont les White, comme vous avez là devant vous. Sinon, moi, je vais vous présenter le GMC CCK W353, version longue. C'est un transport de troupes à la base, mais il servait un peu à tout. À transporter aussi du matériel, à transporter du carburant, beaucoup du carburant, pour alimenter au front. Il est équipé d'un ring avec une tourelle, avec une 50, 12-7, qui permettait, là c'était plus pour détruire du matériel que pour tuer des gens, mais malheureusement ça en tuait aussi, mais c'était surtout pour détruire du matériel allemand. Voilà. Sinon c'est un véhicule 6.6 qui pouvait se permettre de passer dans des endroits très marécageux, hein, sans trop de problèmes, qui est équipé d'un moteur GMC 6 cylindres en ligne aussi. Voilà.
Ben, et puis on peut voir si on se retourne le même modèle de GMC mais en cabine tolée qui est un peu plus haut sur votre derrière vous avec la croix blanche. Voilà, c'est le même modèle mais en cabine tolée. Tout à fait, puisque celui que vous avez devant vous, c'est un modèle torpedo, donc il a un toit en bâche, alors que l'autre, c'est un toit tolé. Tout à fait. Eh bien, écoute, merci Philippe. On peut l'applaudir, ce joli véhicule. Et derrière, encore un véhicule d'exception hein, qu'on n'a pas beaucoup l'habitude de voir sur les reconstruites. On a la chance de les avoir à Maunes. Donc ben, c'est pareil, hein, Phil se fera un plaisir de présenter des véhicules, parce que c'est des véhicules de famille, hein, le papa, la maman, les enfants. Donc une passion commune en famille. Ah, Phil qui va descendre combien de litres au 100? Ouais. On sait pas? Beaucoup? Ouais, beaucoup. Donc il y a deux réservoirs de 400 litres. Et avec 400 litres, on fait 400 km, hein, c'est ça, Philippe. Hein. Voilà, un véhicule d'exception. Regardez bien, parce qu'il n'y en a pas partout. Hein. Donc, on va laisser son pilote descendre. Mon petit Kevin. Qui est aussi, écoute, le fiston de Philippe, membre très actif du Ricky Memory Club, très secrétaire, trésorier, secrétaire du Ricky Memory Club. Tu nous présentes ton véhicule, Kevin? Donc bonjour, c'est un Ward La France qui est dédié au dépannage de véhicules lourds, tout ce qui était char, tout ce qui était véhicule lourd. Donc c'est un moteur Continental 6 cylindres, 128 chevaux, donc il était beaucoup à l'époque, essence. À l'avant il a un treuil d'une traction de 9 tonnes, à l'arrière 22 tonnes, et la grue peut lever 7 tonnes. Bon après on peut le démultiplier pour lever plus ou tracter plus. Au niveau consommation il fait 1 litre au kilomètre. Et au niveau des réservoirs, c'est 400 litres au total, donc ça fait 400 km d'autonomie. Et en fait, ça servait à dépanner quoi, Kevin? Des chars, tout ce qui était véhicule lourd, voilà. Les Sherman, voilà, notamment, ouais. Donc Stewart, tout ce qui était charfier et tout ce qui était gros matériel qu'il fallait sortir des ornières ou dépanner ou quoi que ce soit. Donc voilà, très beau véhicule, Kevin, super. Merci, Kevin. On peut l'applaudir. Voilà. Kevin est venu aussi. Il a une grosse galère, Kevin. Hein. Il a fait un transport mardi soir. Kevin. On faisait du dépannage au château entre la nuit de mardi et mercredi à la lampe électrique avec les dépanneurs de son poids lourd. Tout ça, il est reparti à 2 h du matin pour repartir sur Orléans. Le lendemain matin, il était là pour un deuxième transport. Donc je pense qu'on peut les applaudir pour le mal qu'ils se donnent. Voilà, tout ça pour amener du matériel d'exception à Maunes. Alors ensuite, on va passer un petit peu aux tenues. Donc voilà, tenue histoire. Je vais vous présenter Gwendal, qui a une histoire de famille qui est très émouvante. Il va se présenter tout seul. Donc Gwendal est un membre de notre asso. Gwendal est un membre de notre asso, on est à 40 et il va se présenter. T'es du coin, Gwendal? Allez, présente-toi. Donc bonjour à tous, donc moi c'est Gwendal. Aujourd'hui je vais vous parler de la résistance. Donc je suis assez calé sur le sujet à propos de mon arrière-grand-père et de mon grand-père qui était résistant dans le Tonnerrois. Donc je suis de famille d'immigrés, donc on est des Roumains. Donc ce qui s'est passé, c'est très simple. Mon arrière-grand-père a immigré de Roumanie
jusqu'en France. Donc il a eu un long périple, il a fait la Première Guerre mondiale, donc il a été blessé, il s'est pris 3 coups de baïonnette, voilà. Mais à l'époque, les anciens, ils étaient solides. Donc par la suite, il est allé en Belgique. Il a voulu partir notamment en Amérique, mais c'était le krach boursier. Donc la malchance, il est resté en France, mais bon, je pense que c'est plus qu'une chance d'être français. Par la suite, on est plutôt sur Paris, où il a commencé à travailler chez Lafarge, si vous connaissez Lafarge. Oui, parce que c'est vachement vieux quand même. Et ensuite, il est redescendu dans le Tonnerrois. Donc le Tonnerrois, notre belle contrée qui est ici. Il s'est installé à Moulins-en-Tonnerrois. Je pense que certaines personnes doivent connaître quand même. Et a pris une jolie ferme bien cachée, donc, qui s'appelle la ferme du Charmois, en 1935, on va dire, donc juste avant la guerre. Donc il n'est pas forcément arrivé au bon moment en France, parce qu'en 1939, la guerre commence, et en 1940-41, c'est la fin pour les Français. Donc toutes les fermes de France sont réquisitionnées pour récupérer le grain, pour récupérer le bétail, etc. pour nourrir l'armée allemande. Et les Français, on les met sous rationnement. Donc c'est la fin pour eux. À partir de là, j'ai une famille qui est quand même assez patriote, qui aime son pays. Donc qui commence à résister de manière, on va dire, plutôt tranquille au départ, donc ça sera pour aider des petits maquis en les nourrissant, en alimentant, donc voilà, par le grain qu'on va réussir à piquer, parce que ici il y a quelque chose qui est vachement connu, mais je pense par les personnes qui ne sont pas de Lyon, vous ne connaîtrez pas forcément, mais c'est la bataille du grain, parce que ici il y avait beaucoup de trafic de grain par les trains, etc. Et c'est comme ça qu'on arrive à s'approvisionner pour les maquis. Donc notamment le maquis à Yo, avec des maquis qui peuvent se trouver de Ravière jusqu'à Tonnerre et dans les alentours d'Auxerre. Voilà. Et pour accélérer surtout sur l'explication, donc mon arrière-grand-père a collaboré donc avec la résistance et s'est fait arrêter donc par un certain Bonny Lafont, donc le second de la Gestapo française. C'est un peu vague encore pour l'instant là-dessus, je cherche encore pourquoi, donc peut-être chef de quelque chose, chef de maquis ou quelqu'un d'assez important, mon arrière-grand-père. Il était envoyé en prison, à la prison de Fresnes, donc à Paris, il a été torturé. Ensuite envoyé en camp de concentration à Neuengamme, donc qui est vers le Danemark. Et à partir de là, donc il a vécu un peu un calvaire. Il a bossé au niveau des bateaux. Il est tombé du mètre de haut. Bon, il a encore survécu. Il a 9 vies. Et juste après, donc les Anglais ont commencé à s'attaquer un peu aux Allemands. Sauf que la malchance, c'est que les Allemands ont mis tous les prisonniers du camp de Neuengamme sur 3 bateaux. Ces 3 bateaux ont été passés pour des bateaux de guerre alors qu'ils étaient des bateaux de prisonniers. Donc les Anglais ont bombardé ces bateaux, il y avait 11 000 personnes dessus, il y a eu qu'une centaine de survivants, mon arrière-grand-père en faisait partie, donc increvable. Il est resté pendu pendant 10 heures à une corde donc, du bateau qui était en flammes. Donc le liquide des peintures coulées sur ses jambes lui ont brûlé le corps. Il a réussi à tenir et il a été emmené par les Anglais qui sont venus le chercher sur les plages d'Allemagne. Et il a été récupéré et revenu du coup en pleine vie. Il a vécu jusqu'à 97 ans dans la petite ferme du Charmois. Donc ça c'était mon arrière-grand-père et mon grand-père. Donc lui qui n'était pas très content, on va dire, que son père a été envoyé en camp de concentration. Il s'est dit on va rejoindre le maquis. Il est parti dans les maquis du Morvan, je pense que vous connaissez les maquis du Morvan, à Carré-les-Tombes. Donc on est plutôt vers Avallon. Et ils sont réunis avec le Verneuil, donc notre petit Charles de Gaulle du Tonnerrois. Ce Verneuil avait 19 ans, un commandant qui gérait plus de 1200 personnes. Il a libéré Lyon
il a libéré Tonnerre, il a libéré Auxerre, Joigny, etc., etc., avec toute son unité. Donc c'était des FFI, il faut bien préciser ça parce que beaucoup de personnes disent que c'était des FTP, FFI. Donc pour faire la différence, les FFI c'était les forces françaises de l'intérieur, donc c'était des résistants, on va dire qu'il y avait plusieurs partis politiques dans la résistance. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais c'est un peu le cas. Et donc les communistes ou les gens qui étaient un peu plus à droite. Et il y avait beaucoup de conflits entre eux. Donc ici, dans Lyon, c'est notamment les FFI qui ont libéré le département. Et les FTP sera plutôt l'Aube. Donc l'Aube, on est à côté, c'est tout ce qui est le Champagne. Je pense que vous connaissez le Champagne des Rissets ou de l'Aube. Et donc ils ont libéré tout ça et on a eu une belle libération à Tonnerre. Il y a pas mal de photos qui circulent. Et je vous invite à plus en savoir sur tout ça, sur les maquis du coin, notamment le maquis Ayo qui est un des maquis les plus importants. Donc, et juste pour finir, pour présenter une tenue simple d'un résistant, donc il n'y a rien de compliqué, c'est les habits qu'on avait pour le travail, les chaussures c'est pareil, et après on prenait la pétoire au départ, et ensuite on a eu les largages, donc on a eu des armes un peu plus sophistiquées. Donc comme des Lee Enfield, des Thompson, des Colt, etc. Donc des armes notamment de la Première Guerre jusqu'à la Seconde Guerre, que ce soit américain ou anglais. Il y avait même des armes russes qui ont été ramenées et des Sten. Donc vous pouvez voir là, je pense que vous connaissez la Sten. Donc c'est des armes anglaises parachutées. Et voilà, donc c'est un peu ce que j'avais à dire. J'ai fait assez vite quand même si c'était un peu long. J'espère que ça vous a intéressé. Voilà, notre jeunesse, la relève des assauts. On peut l'applaudir, Godal. Petit Godal, c'était très... Voilà, quand je vous disais que son histoire de famille était émouvante, je pense que vous comprendrez que... Voilà. Et lui, il fait un vrai devoir de mémoire, Godal. Donc on est très heureux de l'avoir à l'assaut parmi nous. Merci Gondal. Donc on va terminer par nos amis écossais qui vont nous présenter leur tenue, qui ont été là présents tout le week-end, présents en commémoration. Moi je peux vous dire que ça met une touche émouvante à nos commémos. Donc je vais les laisser se présenter. Mesdames, Messieurs, bonjour, bon après-midi. Nous représentons deux Pipers, donc deux joueurs de cornemuse écossaises de la 51e division des Highlands, donc l'armée britannique. Évidemment composée essentiellement d'Écossais. La 51e division comprend aussi le régiment des Gordon, c'est donc leur tartan que nous portons. Le tartan c'est la couleur des clans, donc le Gordon. Voici le kilt de Gordon, qu'on retrouve également sur la housse de la cornemuse, ainsi que les cordons et les rubans de cornemuse. Voilà. Alors pourquoi les joueurs de cornemuse? Les joueurs de cornemuse, les Pipers, donc, étaient interdits après la Première Guerre mondiale, au vu des pertes, interdits sur les zones de combat. Mais malgré tout, les Écossais emmenaient dans leur pactage leur kilt et puis certains les cornemuses et puis les tambours pour reformer des groupes, donc des bandes qui jouaient la plupart du temps pendant les marches pour rejoindre un campement ou une zone, etc. Et puis pour organiser quelquefois des soirées. Vous avez aussi surtout le plus célèbre des joueurs de cornemuse, c'est Bill Millin qui est intervenu, c'est le seul d'ailleurs qui est intervenu lors du débarquement du 6 juin 1944. Il a commencé par jouer au micro sur un bateau, le Skyboat Song, donc un air qui s'est répercuté après sur tous les autres bateaux et qui a remis un peu de morale dans le cœur des Écossais et des autres. Ensuite, il a débarqué avec sa cornemuse et en kilt. Et puis ensuite, il a repris sa tenue de combattant parce que c'est un mitrailleur, un commando mitrailleur. Il a rejoué ensuite un peu avant le pont de Bénouville, qu'on connaît maintenant sous le nom de Pegasus Bridge, et puis après le pont. Mais d'après sa biographie, il n'a jamais joué, comme on le voit dans Le Jour le plus long, sur le pont. Il était quand même pas fou. Voilà.
Alors notre tenue, elle se compose, c'est une tenue combat parade, on va dire, hein, parce que bon, le kilt on le portait plus au combat. On a une chemise, c'est la chemise du désert, une chemise kaki. On a sur la tête le Glengarry ou Calo, qui comporte lui ce qu'on appelle le clan crest. Donc c'est l'insigne, le badge des Gordon, du clan Gordon. Nous on a un cerf. Voilà. Le sporran, ce que vous voyez devant, là, donc c'est en fait mon porte-monnaie, mon portefeuille, qui est garni avec 2 pompons crin de cheval. Alors c'est un sporran militaire. Vous avez les mêmes sporran, Annie, si tu peux montrer, voilà. Hop, en fait, on a les mêmes porte-monnaie, mais dans le civil, mais sans l'écran. Bon, la ceinture qui reprend, la boucle de ceinture qui reprend le crest des Gordon. Et puis normalement sur les vestes, on a aussi un petit insigne Gordon. Comme ça, si on se rappelle plus, on est Gordon. Voilà. Et puis. Alors, comme moi, je pense que tout le monde se pose la même question. Et sous le kilt alors? Alors, la question se pose, effectivement. Eh bien, traditionnellement, jusqu'après la Seconde Guerre d'ailleurs, il était obligatoire de ne porter aucun sous-vêtement sous le kilt. Obligatoire, donc c'est-à-dire que c'était en revue régimentaire, donc le responsable chef de section, etc. régiment, passait avec sa glace sous le kilt pour vérifier que tout le monde respectait bien la tradition vestimentaire. Bon, maintenant, on fait un peu ce qu'on veut. Personnellement, j'aime pas trop les courants d'air, donc je m'habille. Voilà. Eh bien, écoutez, merci. Moi, je propose quelque chose, c'est que pour clôturer ce week-end de 4 jours hein, du 80e anniversaire de l'armistice, que vous nous jouiez un air de votre choix. Et puis, merci encore. Je voudrais remercier très franchement tous nos amis reconstitueurs présents depuis jeudi, qui sont restés là jusqu'à la fin. Nos amis de l'armée, qui sont là sur le podium, au podium là-haut, qui sont une équipe très sympa, avec lequel on a un contact assez chaleureux. Voilà, je voulais tous vous remercier, vous, chers amis visiteurs. Je voudrais remercier aussi Château de Maunes, hein, qui nous a permis de faire cette chose. Je voudrais remercier nos reconstitueurs allemands hein, qui se sont décarcassés pour qu'on puisse faire un truc exceptionnel. Donc, chers amis visiteurs, je vous rappelle que dans le château, il y a des pièces à visiter. Hein. Une très belle expo chapeau. Une classe années 40 et diverses choses. Donc n'hésitez pas en remontant à visiter le château. Voilà, merci à tous, bonne fin d'après-midi et puis à bientôt alors. Merci. Hop.